Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Calendrier respecté au Soudan, la première phase du retrait de l'opération hybride Union africaine-Nations unies s'est achevée le 30 juin. Cette liquidation met fin à 13 ans de présence de la MINUAD au Darfour. La question du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des groupes armés demeure au Mali. La 44e session ordinaire du comité de suivi de cet accord s'est tenue le 27 juillet. Des avancées dans le processus de DDR sont à noter. Et la Banque centrale du Nigeria cesse de vendre des devises au bureau de change. L'objectif de cette manœuvre, mettre fin aux pratiques illicites qui alimentent le marché noir selon l'institution financière. Mais tout d'abord, le torchon brûle entre la Guinée équatoriale et la France. Les autorités équato-guinéennes accusent la France d'avoir porté atteinte à sa sécurité nationale suite à l'atterrissage d'un hélicoptère léger de l'armée française à Bata ce mercredi 28 juillet. Une information démentie par l'armée française qui parle d'un atterrissage en urgence suite à une insuffisance de carburant. Notons que ces accusations interviennent alors que le vice-président Théodoro Nguema Obiang-Mangué a été condamné ce 28 juillet par la justice française dans une affaire de biens mal acquis. Une condamnation qui implique une peine de 3 ans de prison avec sursis et une amende de 30 millions d'euros. La MINUAD plie bagage après 13 ans de présence au Darfour. La première phase du retrait de l'opération hybride Union africaine-Nations unies s'est effectuée dans les délais fixés par le calendrier du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Darfour, région de l'ouest du Soudan, reste meurtri par un conflit armé entre les forces loyales au régime de Khartoum et les insurgés. Un conflit qui a fait près de 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Un sujet de Nathalie Mo. La première phase de liquidation de l'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour, MINUAD, se poursuit sereinement selon des déclarations de Atul Har, secrétaire général adjoint au soutien opérationnel. Ce 27 juillet 2021, il a rassuré le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies du respect du calendrier de retrait des troupes de la MINUAD. Signalons qu'au délai du 30 juin 2021, la mission a achevé le rapatriement de près de 6 000 soldats et policiers et près de 1200 agents civils. La liquidation en cours va mettre fin à 13 ans de présence de la MINUAD dans la région soudanaise du Darfour. Sur le plan politique, sa mission a été remplie avec la signature de l'accord de paix de Juba qui prévoit la démobilisation et la réinsertion des forces rebelles, la redistribution des richesses de l'État, notamment une réforme foncière, et le partage du pouvoir entre les différentes factions politiques en opposition. Sur le plan sécuritaire, cependant, le bilan est un peu plus mitigé. En effet, la situation reste très tendue. Les attaques et exactions contre les populations civiles se poursuivent. La MINUAD laisse un important patrimoine logistique au Soudan. La mission a jusqu'à présent remis quelques 41 millions de dollars d'installation et d'équipement aux autorités locales. Au sein de la base d'El Fasher, ses nombreux actifs comprennent plus de 1000 logements autonomes, un centre hospitalier, un réseau de production et de distribution d'électricité, un dépôt de stockage de carburant et des équipements de stockage et de purification de l'eau. 3 mesures principales peuvent être prises par le gouvernement soudanais pour une exploitation optimale du patrimoine logistique que lui laisse la MINUAD. La première de ces mesures serait la formation d'un personnel de qualité. La deuxième mesure serait de le rétrocéder aux autorités locales. Et enfin, la troisième mesure serait de doter ces autorités locales-là de ressources financières, mais également technologiques et techniques. Il faut noter que le retrait de la MINUAD du Soudan a connu quelques perturbations. 5 mouvements armés et des troupes du gouvernement soudanais campant près du complexe de la MINUAD à El Fasher avaient perturbé l'opération selon des indications de Atul Har. Il a appelé le gouvernement soudanais à imposer son leadership pour assurer la poursuite sans heurts du processus en cours. Le calendrier du retrait de la MINUAD prévoit que la deuxième et dernière phase de liquidation s'étend du 1er octobre 2021 à fin juin 2022.
Également dans l'actualité, en Somalie, l'armée a affirmé ce jeudi 29 juillet avoir neutralisé 30 éléments du groupe terroriste Al-Shabaab. Les forces gouvernementales ont annoncé être venues à bout de plusieurs bastions de combattants après une attaque surprise dans la ville de Bad, située dans la région de Iran, au centre du pays. Notons que plusieurs opérations de ce type ont été lancées par l'armée somalienne ces dernières semaines au sud et au centre du pays. La 44e session ordinaire du comité de suivi de l'accord de désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés s'est tenue ce 27 juillet au Mali. Cette rencontre portait notamment sur les avancées de la mise en œuvre de cet accord qui doit assurer la paix dans le pays. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Face à une multitude de défis politiques et sécuritaires provenant des attaques perpétrées par les groupes armés, le gouvernement malien a signé un accord de paix avec les deux coalitions de mouvements signataires du pays en mai et juin 2015, visant à désarmer, démobiliser et à réinsérer les groupes armés dans le pays. Le 27 juillet 2021, le pays a tenu sa 44e session ordinaire du comité de suivi de cet accord. Point fort de cette rencontre, l'opérationnalisation des bataillons reconstitués de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Dans l'approche également de cette loi d'orientation et de programmation militaire et même la sécurité nationale, les accords de paix, notamment la composante désarmement, n'ont pas réellement été intégrés. Toutes les prévisions financières qui avaient été faites dans la loi de programmation militaire et également la loi de programmation de la sécurité nationale n'intégraient pas essentiellement la composante désarmement. Et lors des négociations des accords d'Alger, il avait été prévu que les opérations de DDR, démobilisation et réinsertion des anciens combattants, seraient financées par la communauté internationale avec une quote-part qui reviendrait au budget national du Mali. Et 7 années après, nous revenons à la case de départ, car les engagements qui avaient été pris par la communauté internationale n'ont pas été honorés. L'accord de paix sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des groupes armés vise à permettre aux ex-combattants à intégrer les forces de sécurité et de défense du pays. Selon le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, la mise en œuvre de l'accord permettra d'amoindrir la souffrance des populations face aux attaques des groupes armés en cette période de transition. Et aujourd'hui, le gouvernement du Mali est contrarié par le fait que nous sommes à 8 mois de la tenue des élections et malheureusement, la majeure partie des groupes rebelles et des mouvements insurrectionnistes continuent d'être armés. Donc tant que le désarmement ne sera pas une réalité, cela peut remettre en cause le processus électoral en tant que tel. Et cela constitue parfois une entrave dans le cadre de la médiation internationale conduite par la communauté internationale pour pouvoir permettre au Mali de sortir de cette situation de crise. Car aujourd'hui, si le désarmement n'arrivait pas à être une réalité, cela peut être considéré comme un argument de trop pour la transition politique en cours, pour pouvoir justifier un prolongement éventuel alors du mandat des autorités actuelles. Outre l'opérationnalisation des bataillons reconstitués, l'examen de l'opportunité de la relance du DDR accéléré pour atteindre l'objectif de 3000 combattants, la relance des consultations dans la perspective de l'adoption du projet de loi sur la police territoriale et l'initiation de la concertation de fond sur les réformes institutionnelles et politiques découlant de l'accord ont également été évoqués au cours de cette rencontre. Au Nigeria, la Banque centrale a récemment annoncé qu'elle cesserait de vendre des devises aux bureaux de change. En cause, certains opérateurs des bureaux de change sont accusés d'alimenter le marché noir par des pratiques douteuses. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Vers la fin des ventes de devises aux opérateurs des bureaux de change. Au Nigeria, la Banque centrale a mis fin à la vente de devises aux opérateurs du bureau de change. Et pour cause, ces structures ont été identifiées comme des circuits de flux illicites de devises ainsi que pour la corruption. La mesure du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria vise à établir un peu plus de transparence dans la gestion de ces devises. Vous savez très bien que la monnaie nationale du Nigeria s'appelle le Naira. Mais lorsque le Nigeria veut importer, par exemple, les pièces de rechange de certains engins qui sont utilisés localement, acheter certains médicaments qui ne sont pas fabriqués localement, ça se passe
avec la monnaie étrangère, la devise notamment, ça peut faire le dollar, ça peut faire la livre sterling, ça peut être l'euro. Or, il se passe que certaines personnes achètent donc ces devises, demandent ces devises-là. Il a tendance à aller donc au marché noir où on va lui donner 595 francs. Selon le gouverneur de la Banque centrale nigériane, Godwin Emefiele, les organismes internationaux, y compris certaines ambassades et agences donatrices, ont été complices de transactions de change illégales, lesquelles ont entravé le flux de devises étrangères dans le pays. Par ailleurs, les banques sont mandatés pour vendre immédiatement et de manière transparente des devises aux clients qui présentent les documents requis. Le marché de change au Nigeria est très dynamique. Alors, ces principaux défis, à mon sens, relèvent essentiellement de la statistique. Est-ce qu'il est possible de saisir le responsable ou alors l'association qui coiffe dans ces bureaux de change-là et qu'on vous donne les statistiques au fil de l'eau? C'est-à-dire, le matin, on vous dit, nous avons comme stock de devises au pays 1000 milliards de dollars. Et puis, dans l'après-midi, c'est passé à 1300. Et demain matin, ça a plutôt chuté de 1400 parce qu'on a de 200, donc c'est redescendu à 1000 parce qu'on a procédé à des importations à l'étranger. Donc, le principal devise pour moi tient d'un système d'information transparent et efficace, capable donc de refléter, une fois qu'une requête a été opérée sur ce système d'information financier, le mouvement, d'abord le stock des devises, en même temps le mouvement de ces devises. Pour combattre ce flux illicite de devises dans le pays, le gouverneur de la Banque centrale nigériane exhorte toutes les banques à créer immédiatement des guichets dédiés à la vente des devises aux clients. Selon le gouverneur de la Banque centrale nigériane, cette mesure n'est punitive pour personne car elle vise tout simplement à garantir à ce que la Banque centrale du Nigeria s'acquitte de son mandat légitime qui est celui de servir tous les Nigérians. Au Tchad, les jeunes ont tendance à se tourner vers le statut d'auto-entrepreneur pour ne pas passer par la case chômage qui touche près de 60% des jeunes diplômés. L'entrepreneuriat est donc perçu comme la porte du salut. Encore faut-il trouver des financements. C'est justement ce que propose le dispositif mis en place par l'organisation Bet Al-Nadja. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Joël Ballot. Au Tchad, les jeunes entrepreneurs peinent à fournir des garanties pour bénéficier des crédits bancaires et financer la première phase de l'opérationnalisation de leur business plan. Une situation qui ne favorise pas le développement de l'écosystème entrepreneurial. Un vide qui vient d'être comblé par le lancement du programme Chèque Service initié par l'organisation Bet Al-Nadja. L'objectif est d'accompagner les jeunes au but de leurs activités et de leur faire bénéficier des formations dans les domaines de la gestion d'entreprise. C'est un dispositif qui vient résorber un peu la part des contributions ou la part des paiements des prestations de services des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs ou des promoteurs en création d'entreprises qui aujourd'hui font face à des difficultés énormes dans le cadre des paiements des différentes prestations qui les sont très chères, à l'exemple des paiements de la formation, des paiements de la formation de rédaction de business plans, diagnostics, etc. Pour bénéficier de ce programme, les jeunes entrepreneurs doivent avoir des projets porteurs dans les domaines agricoles, pastoraux, énergétiques, les nouvelles technologies ou tout autre service rentable. Le chèque service déploie progressivement des guichets à travers le pays pour booster l'écosystème de l'entrepreneuriat. Une initiative saluée par les jeunes qui voient en ce programme un moyen de lutter contre le chômage. J'ai dû comprendre que c'est un écosystème qui fait agir plusieurs intervenants. Ceux qui seront chargés de la distribution, il y aura un point focal, il y aura des prestataires de services qui vont accompagner les entrepreneurs. Le souhait est que les entrepreneurs puissent se développer et aller de l'avant pour le bien du pays. Pour rappel, depuis plusieurs jours, les jeunes diplômés sans emploi protestent dans les rues pour exiger leur intégration à la fonction publique. Le programme Chèque Service, initié par l'organisation Bet Al-Nadja, devient une alternative pour les jeunes de créer leur propre entreprise et de s'auto-employer. Les jeunes Camerounais de la diaspora étaient célébrés ce mercredi 28 juillet à l'ambassade du Cameroun en France. Un lieutenant sorti majeur de sa promotion à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, ainsi qu'une équipe de jeunes lionceaux
ont été félicités pour avoir fait honneur aux couleurs de leur pays. Plus de détails avec Alexandre Ondoa. Cameroun, la terre de tes ancêtres. Des jeunes qui ont porté haut les couleurs de leur pays. Le major de la 207e promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le lieutenant Balandi, a été reçu ce mercredi 28 juillet dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. À sa sortie, le jeune lieutenant avait été couronné par le général d'armée français Thierry Bourcade, nouveau chef d'état-major des armées françaises. Une véritable fierté pour le promu. Une responsabilité parce que, comme le disait Excellence Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, il y a un devoir qui m'attend, celui de commander mes hommes avec succès, de les amener au front et d'être certain qu'en les amenant, ils auront tous les outils nécessaires pour faire des bonnes batailles et pour servir avec le même honneur, avec la même fidélité notre Cameroun qu'ils aient tous chers. Après le jeune lieutenant, c'était au tour des lionceaux de la commune de Meaux d'être célébrés. Après une séance de tir au but, les jeunes lions indomptables ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations locale qui s'est tenue du 30 juin au 17 juillet 2021 face aux 11 joueurs de l'équipe marocaine. Pour leur capitaine, c'est l'esprit d'équipe et la résilience qui leur ont permis d'être sacrés champions d'Afrique. Peut-être que certains ne réalisent pas, mais c'est vraiment fort pour nous d'être reçus aujourd'hui. Et je suis très très content d'être là et je remercie tous mes coéquipiers, le staff et tous ceux qui nous ont permis d'aller chercher ce trophée et je me rends compte que je suis fier d'être Camerounais aujourd'hui. L'ambassadeur du Cameroun en France, Magnus Ekoumou, n'a pas manqué de rappeler à tous ces jeunes de continuer à faire briller leur pays à travers les valeurs républicaines, mais surtout de ne pas oublier d'où ils viennent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.